Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission e-com Guest, saison 2. Au programme cette année, le premier sujet, c'est le référencement naturel de SEO, le netlinking, avec Marc Turkesten parmi nous. Bonjour Marc. Bonjour Guillaume. Bienvenue dans notre petit studio sympathique et bien éclairé. Toi, tu as une société d'entreprise spécialisée dans le référencement naturel, le conseil SEO, netlinking et compagnie, c'est ton métier. Et tu es venu partager ton expertise aujourd'hui sur le sujet du jour. Voilà, très heureux de passer un moment avec toi et puis de répondre à tes questions et sur le SEO, sur le e-commerce et le SEO et sur les liens, parce qu'on va parler beaucoup des liens. Alors, le SEO en e-commerce, il n'y a que Mikey Mai. D'où vient ce mot? Il n'y a que Mikey Mai. Voilà, l'idée c'est de trouver un angle pour parler des liens, et pas que des liens internes, pas que des liens externes, mais des liens en général. Le lien c'est tout, hein, C'est très important. toujours très important, et pourtant on le maîtrise mal. On arrive mal à le matérialiser. Et à comprendre ce qui fonctionne aussi, parce qu'il y a plein de gens qui parlent de liens, il y a des choses qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas. Exactement, on a du mal aussi à mesurer l'impact que ça a réellement. Et pourtant, quand on s'y intéresse vraiment, on sait que c'est très important pour qu'une stratégie SEO soit un succès. C'est parti, on y va. Comprendre Google. Alors comprendre Google, c'est pas de la physique nucléaire, il ne faut pas être ingénieur pour faire du SEO. Certes, il y a une formule qui est communiquée, celle du PageRank, par Google, mais il n'est pas utile de la maîtriser, ni de comprendre l'ensemble de la formule. L'important, c'est de savoir sur quoi on peut agir pour améliorer le PageRank. D'accord. Voilà. La formule qui affiche à l'écran, là, c'est bien le PageRank Google original? Oui, c'est le PageRank donc de Google à l'origine. Personnellement, je ne me suis jamais attardé à comprendre cette formule. Les maths, c'est trop loin. Et dans la pratique, finalement, on ne s'en sort pas. On s'en sert pas, pardon. Tout à fait. Ce qui est important, c'est d'avoir la notion du PageRank et cette notion de notoriété qui a. Voilà, on va y venir. Ce qui est important, c'est de comprendre vraiment les bases, les fondamentaux, le concept de ce PageRank et pourquoi c'est important. Le PageRank, il est basé sur, donc c'est vraiment le cœur de l'algorithme de Google qui se concentre sur deux aspects qui sont la pertinence de contenu. Comment je fais pour aller trouver des contenus pertinents et comment je donne de la légitimité à ces contenus, comment je donne de l'autorité pour positionner le meilleur résultat dans mes pages de résultats de Google. Voilà, donc pertinence des contenus, ça je pense que ça fait pas débat dans le marketing. Oui, content is king. Exactement. Popularité, autorité, là c'est une notion un petit peu plus difficile à maîtriser, à dimensionner et pourtant du coup c'est très très important. Pour le contenu, c'est important de préciser aussi que qualité ne veut pas dire long, forcément. On parle de contenu de qualité, parce que c'est pertinent d'avoir des contenus de qualité, mais il faut que ce soit bien rédigé. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Qualité par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. Tout à fait. Par rapport à la personne qui va la lire en premier. Ce qu'on attend de cette page en termes de conversion. Tout à fait. Ou de développement de popularité, par exemple. On a la carte qui apparaît là sur les sites pertinents. Voilà, dans ce concept de Google, l'idée originale, ça peut être matérialisé par une vue du ciel d'une carte de France, par exemple, et de nuit. Parce que finalement, ce qu'on voit ici, avec les zones de lumière, c'est où sont les gens. Et Google, ce qu'il veut savoir, c'est où sont les gens finalement, où ils vont, et donner de la pertinence aux endroits qui sont le plus consultés. Donc c'était l'idée de ce PageRank, c'était donner du poids aux liens qu'on fait vers les pages. Parce que finalement, les liens, ce serait peut-être les routes. Les routes entre un point chaud et un autre point chaud. Et donc l'idée, c'est que si j'ai cette vision de où vont les gens, ben, peut-être je vais donner des résultats qui sont beaucoup plus pertinents dans mes résultats de page Google. D'où la personnalisation de la page de résultats qui affiche en fonction du surf, du contenu, de différentes choses, des résultats différents. Exactement, ça évolue. La pertinence peut évoluer effectivement en temps réel aussi. C'est vrai que des fois, on croise des gens qui sont contents d'être positionnés en première page sur leurs mots-clés, mais en fait non, ils y vont tellement sur leur site qu'ils sortent en premier parce qu'ils sortent en premier. Et oui, là, il y a un effet entre ce qu'on a l'habitude de faire, qui est interprété aussi par Google, et un résultat complètement neutre d'une personne qui découvrirait une page de résultats sur un mot-clé qu'il n'a jamais tapé. Alors finalement, on pourrait considérer que le référencement naturel, c'est une recette. Oui, il y a des bonnes pratiques. Il y a des bonnes pratiques à suivre, il y a un peu de technique. Les bases, ça a souvent été de la technique. Parce qu'un site mal né techniquement, il génère des freins, des blocages, et tant qu'on ne les a pas traités, c'est pas raisonnable d'investir massivement dans du contenu, voire d'investir dans des liens. Donc là-bas, c'est bien la technique.
D'ailleurs, c'est souvent un problème quand on crée un site internet, qu'on passe par une agence ou un prestataire, on ne prend pas en compte cette dimension technique d'optimisation pour le référencement naturel. Je vous explique, c'est pas compliqué. Vous prenez un site aujourd'hui que vous voulez faire créer, il va vous coûter un certain budget, mais il va falloir mettre en place des choses qui vont nécessiter du temps pour arriver au résultat technique demandé pour avoir un site pertinent en termes de technique. Et ça peut des fois doubler l'addition. Donc c'est important de prendre en compte le référencement naturel dès le début. Ça veut dire que dès la conception, dès le cahier des charges, c'est un sujet qui doit être présent. Exactement. Pour le prendre en compte. Sinon, il faut refaire souvent. Sinon, il faut refaire souvent. Souvent, pourquoi? Parce que le prestataire ne sera pas capable. Le cahier des charges, on en a parlé tout à l'heure, il va partir au prestataire, au bout de quelques mois, ce ne sera pas fait. Finalement, on va changer de prestataire, et le prestataire, nous, il va dire, moi, la technologie, je ne la connais pas, j'ai la mienne, on change tout. Donc, dès le début, il faut se poser des questions. C'est comme quand on fait une maison, on pense à tout. On pense à l'eau, on pense à l'électricité, on pense au chauffage, on pense à la télé, on pense à la piscine, on pense au barbecue. Voilà. Et il y a en effet des bonnes recettes qui ont plus de 15 ans, qui sont toujours les mêmes, et qui pourtant, finalement, ne sont toujours pas appliquées. Aujourd'hui, on a une certaine facilité avec des CMS. Oui. Donc la technique, c'est plus aussi compliqué, ça ne demande pas autant de moyens peut-être au départ qu'avant. Qu'est-ce que tu recommandes comme CMS? Quand on dit CMS, c'est les Content Management System, WordPress. Voilà. En fait, il y a beaucoup de bons CMS. À partir du moment où on a les bonnes compétences associées. Pour intégrer, ouais. Donc un WordPress permet de démarrer très facilement et de corriger assez facilement aussi des erreurs, si on en fait. Donc tôt ou tard, on arrive à intervenir. Maintenant, il y a d'autres limites avec WordPress. Tout à fait. Par rapport au projet, l'envergure du projet, la dimension qu'on veut donner. Donc, ce n'est pas forcément le CMS adapté à tous, mais c'est majoritairement celui qui est utilisé. Oui. Il y a aussi des plateformes SaaS qui fonctionnent bien. On a beaucoup utilisé Wix. Alors, vous savez que chez nous, il n'y a pas de publicité dans nos vidéos, mais Wix, on l'a utilisé pour des clients à nous. Et comme toi, tu as des clients. Et l'avantage, c'est qu'on a réussi à les positionner rapidement, à créer un site rapidement, qui respecte des bonnes pratiques, puisque dans leur système, ils mettent tout de suite des bonnes pratiques techniques, comme des pages AMP qui pourraient arriver, des balises, des progressive web apps, du contenu qui arrive rapidement. Donc ça, c'est pratique. Et ça permet de se positionner rapidement aussi. Donc il y a une bonne base technique à avoir dès le début. Il faut la choisir. Il faut voir avec laquelle on sera à l'aise aussi. Parce qu'on va dire qu'il n'y a pas de CMS qui a le monopole du SEO. Oui. Hein, mais un PrestaShop, à nouveau, par défaut, on peut avoir quand même des mauvaises surprises. Mais en s'intéressant bien au sujet, on peut arriver à faire quelque chose de très bien. Okay, donc Magento, que tu connais aussi, oui. C'est d'autres solutions. Pareil. À un moment donné, on est confronté pas forcément au même problème, mais on a des solutions. Ben Magento, au niveau du SEO, il y a ce qu'il faut, mais il n'y a pas tout ce qu'il faut. Au niveau des données structurées, on rajoute des extensions tierces pour rajouter des choses, mais il n'y a pas tout ce qu'il faut. Et même avec les extensions, on rajoute encore une couche de données supplémentaires pour avoir un data layer propre de données exploitable vraiment par le moteur. Donc il faut s'adapter. Puis ça évolue tout ça aussi. Oui. Et puis des fois, on peut même revenir à une structure additionnelle en HTML. Tout à fait. Quand il s'agit vraiment d'éditorial, parfois on est sur des solutions qui ont 10 ans, où plus personne n'ose toucher. Hein. C'est du développement maison, ça reste très efficace, mais si on veut aller plus loin, parfois on est bloqué parce qu'on ne peut pas toucher à la structure technique, mais on peut finalement recréer des nouvelles pages en pur HTML. C'est quand même le standard qui fonctionne. Voilà, donc ça c'est une fois que techniquement on sait que tout ce qui va être déployé sera bien pris en compte par le robot de Google, puisque c'est ça la technique, c'est de donner une lecture, de faciliter la lecture des pages à Google. Après il s'agit de créer les bonnes pages, le bon contenu, hein, et là c'est du marketing avant tout, et c'est aussi de répondre à des comportements de recherche, donc des mots-clés qui vont conditionner la rédaction, etc. Ça c'est des sujets à nouveau qui sont maîtrisés la plupart du temps par un bon SEO. Même un copywriter, de plus en plus aujourd'hui, il intègre ces enjeux-là. Donc on a beaucoup de solutions aussi là-dessus. Et le troisième élément important? Eh bien oui, parce que pour gravir les dernières marches, c'est là où moi je suis le plus souvent sollicité. C'est que on se rend compte que tous les sites à équivalence finalement de pertinence, de contenu, etc., n'arrivent pas à atteindre les dernières positions parce qu'ils sont concurrencés par des sites qui ont une plus forte autorité, cette fameuse autorité mesurée par le PageRank. Et donc c'est la puissance finalement des liens qui s'acquièrent ou qu'ils ont entretenus depuis des années. Et donc c'est là où finalement ça va se jouer. Et on ne peut pas écarter le critère netlinking à un moment donné quand on veut occuper les top 5 sur un marché concurrentiel. C'est important l'autorité. Donc finalement on a 3 bases solides, une base technique, une base de contenu de qualité et du lien rentrant, netlinking, de qualité également. Voilà, et les 3 sont très techniques finalement. Oui, les 3 sont techniques. Oui, parce qu'il y a la technique technique, la technique de l'écriture et la technique du lien. Mais c'est des bonnes pratiques. Mais c'est des fondamentaux et on peut miser durablement sur
une stratégie de SEO, parce que c'est l'idée, hein. Oui, Le tout à SEO, c'est pour La le moyen long terme. Mm. On peut compter sur une stratégie SEO qui fonctionne longtemps si on commence par ces bases-là. Voilà. Ok. Alors, pour comprendre tout ça, on va commencer par l'histoire. Ouais, un peu d'histoire. Parce que l'idée, c'est de positionner finalement cet aspect netlinking dans les enjeux aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un business. Hein. Il y a un marché, il y a des spécialistes sur la vente de liens. Et il y a beaucoup de plateformes d'ailleurs qui sont sorties depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc c'est intégré dans les stratégies SEO le fait de devoir acquérir des liens, voire de les acheter. C'est une pratique. Tout le monde n'est pas forcément, comment dire, se réjouit de devoir passer par là, mais aujourd'hui, c'est quand même, ça fait partie des stratégies. Si on remonte au début, il n'y avait pas cet enjeu de netlinking dans le SEO, il n'y avait pas Google. Google, il va arriver là. Hein. Ouais. Pourtant, il y avait déjà des enjeux de netlinking, parce que un site, pour se faire connaître, il allait négocier des bannières, des liens dans des sites à forte autorité. Donc, naturellement, on était déjà dans cet esprit. Le traffic manager, aujourd'hui, il n'avait pas les dispositifs de commercialisation digitale qu'il y a aujourd'hui. Donc, c'était son job. Il contactait, il prenait son téléphone et il négociait des liens. Chose que nous, on fait encore aujourd'hui. Pour avoir des bons liens, il faut rentrer en contact avec les éditeurs. Il faut qu'ils aient confiance dans l'opération qu'on va leur proposer. Et donc, à un moment donné, ça passe aussi par téléphone. Ah oui. Donc, tout ça, ça existait déjà. Ce qui a changé, c'est Google, ici, pardon, ouais, 97-98, ici je parlais des liens sponsorisés. Ce qui a changé, c'est effectivement la révolution Google en termes d'expérience, de rapidité, de taille d'index. Là, il a ringardisé tous les autres moteurs de recherche. Ce qui l'a caractérisé, c'est son algorithme PageRank, et notamment la capacité d'aller très vite pour indexer des pages parce qu'il suit les liens. Il va très très vite et très en profondeur dans le suivi des liens, et à chaque fois qu'il suit un lien, il découvre une nouvelle page, une nouvelle URL, un nouveau domaine, il le stocke dans sa base. Et il le restitue après avec son algorithme qui va notamment tenir compte des contenus, ça c'était déjà intégré avant, mais aussi du nombre de liens rentrant vers cette page. Et donc, est-ce qu'il y a du monde finalement qui y va? Est-ce qu'il y a du monde qui peut y aller? Voilà, l'idée c'est ça. Et au début c'était que ça finalement, la PageRank. En parlant de PageRank d'ailleurs, Larry Page, qui est le cofondateur de Google avec Sergey Brin, c'est rigolo parce que ça fait le jeu de mots. Le PageRank. Il a créé l'algorithme, Monsieur Page. Monsieur Page. Voilà. Et Demos aussi, qui était l'annuaire super utilisé à l'époque. Je me rappelle, nous on se battait. C'est-à-dire quand on voulait référencer un site, il fallait qu'on soit dans l'index de Demos. Demos qui est plus entretenu aujourd'hui. C'était une, il est plus entretenu que Demos. C'était une initiative communautaire. D'accord. Il y avait des modérateurs. D'accord. Il fallait passer je me rappelle les modérateurs. tout un tas d'étapes. Si on arrivait à modérer une catégorie, autant dire. C'était Jésus, quoi. Oui, on savait mettre les liens. Eh oui. Donc ça valait de l'or. Ouais. Donc c'était le référentiel aussi de Google. C'est-à-dire que Demos en était un, il y avait d'autres référentiels, d'autres sites de très très forte autorité, hein, des sites institutionnels. Et à partir du moment où on avait un lien depuis ce site, ou après par, on va dire, ruissellement, entre guillemets, hein, c'est peut-être pas un lien direct, mais un lien d'une page qui elle-même a un lien, évidemment, ça se répercutait dans le scoring de la page finale. Donc ça, c'était à la fois un moyen d'aller très vite, très loin dans l'index, et à la fois aussi d'apporter un critère de pertinence qui était inédit et qui amenait une énorme qualité dans les résultats, puisque on ne se basait pas uniquement sur le contenu, où il y avait quand même des moyens de tricher. Hein. Oui. Là, sur les liens, c'était beaucoup plus compliqué de tricher, et donc ça venait apporter une pertinence additionnelle. Voilà. Ici, événement intéressant, c'est le modèle économique de Google, qui découvre à travers d'autres solutions, ce n'est pas lui qui a inventé, certes, mais il a trouvé un modèle économique pour son moteur de recherche, c'est les liens sponsorisés au coup par clic. Oui, qu'il n'avait pas au début. Et là il n'avait pas de modèle économique véritablement. Là, ça a explosé, et il s'est mis à vendre des liens. Hein. Premier vendeur de liens. Tu m'avais parlé d'ouverture tout à l'heure aussi. Oui, parce que la solution CPC, c'est sur les liens sponsorisés par mots-clés, c'était ouverture, puis Spotting qu'il avait aussi commercialisé en Europe. Et au final, il y a eu des fusions-acquisitions. Il y a MSN qui a continué à avoir cette solution et Google qui lui le commercialise aussi auprès d'autres moteurs ou d'autres éditeurs. Mais là, il a trouvé son modèle et tout d'un coup, il se dit, là, je vais vendre des liens. Et ça va être mon moyen de commercialiser mon trafic. Sans dénaturer la page, tout en gardant la qualité, parce que c'est ce qui est fort aujourd'hui. Quand on allait dans Bing à l'époque, ou dans Voilà, ou dans Yahoo, c'était blindé de publicité, on n'en pouvait plus, c'était l'enfer.
Oui. Voilà. Et là, il y avait la page de Google. Toujours l'équilibre entre l'expérience et le modèle économique. Si je vais trop loin, je dégrade l'expérience, moins de trafic, moins de clics, etc. Donc ça, c'est extrêmement bien piloté. Et puis après, on peut parler aussi de Facebook. C'est pas un moteur de recherche. Peut-être avoir des comportements de recherche sur Facebook, mais c'est pas vraiment un moteur de recherche. Mais là, lui aussi, il a déployé un modèle de vente de liens très efficace. Et puis là, on arrive aussi au Web 2.0. Où finalement, tout le monde peut devenir éditeur. Tout le monde peut communiquer, lancer un blog. Et ça révolutionne aussi pas mal le SEO. Parce que il va y avoir tout un écosystème qui va se créer. Et finalement, on va retrouver des espaces pour créer des liens. Alors que finalement, on devait les créer toutes pièces auparavant. Tout à fait. Tu parles de Penguin aussi, de Panda, qui ont fait peur, on en a beaucoup parlé. Moi maintenant, des mises à jour, mais là, il y a eu vraiment un coup de feu, je me rappelle. C'était c'était ça, 2011-2012, j'allais dire il y a 5-6 ans, mais c'était ça. Un filtre extrêmement brutal de pénalité, pour ceux qui l'ont subi. Donc il y a désindexé des pages, ils ont perdu des résultats. Voilà, un filtre assez complexe, qui a eu pas mal d'évolutions aussi, qui maintenant est en temps réel, mais qui a frappé énormément de SEO qui a abusé de certaines techniques artificielles. Et d'autres qui avaient rien fait de particulier. Et ouais, on peut considérer aussi a posteriori que ça a touché des sites qui étaient un peu dans le collimateur de Google, des comparateurs de prix par exemple, pour les citer. Le guide, quel coup, web marchand. Voilà, qui était sur Idealo, un modèle, voilà, qui apportait une expérience qui était assez intéressante. Et Google avait dans l'idée de vraiment lancer, développer son modèle Google Shopping. Et donc Google Penguin, ça arrive au même moment. Donc, en fait, c'est un peu la politique de Google de dire voilà, la réponse, la fiche produit, elle est là. Alors pourquoi passer par un comparateur de prix, par exemple, pour un produit, et après l'envoyer alors qu'elle est là physiquement, comme Google Fly et compagnie aujourd'hui. On a plein de choses. Aujourd'hui, il est sorti Google for Job en France, avec les données qui apparaissent directement dans les résultats Google. Donc c'est la folie. Mais c'est ça vraiment l'objectif, tu vois. Et finalement, ils ont disparu naturellement. C'est ça. C'est fou quand même. Alors évidemment, ça oblige aussi à créer d'autres expériences pour ces job boards. Mais voilà, c'est l'évolution. Et dans cette évolution, il a fallu vraiment mettre à plat à nouveau toutes les techniques de netlinking. Donc depuis, voilà, on tente d'autres choses. Et finalement, il faut être entreprenant et très organisé sur cette partie-là si on veut arriver à remaîtriser un peu les choses comme on le faisait avant. Et puis 2018, l'essor des plateformes de vente de backlink. Voilà, il y en avait déjà avant. Il y avait Rocket Links qui était quasiment le seul installé sur le marché français. Et puis après, il y en a d'autres en 2016 qui se sont commencés à s'organiser. Moi, c'est quelque chose que je voulais faire aussi depuis longtemps, mais il fallait l'organiser, donc ça a pris du temps. Et puis le fait de l'avoir fait, ça donne envie aux autres de le faire. Donc il y en a beaucoup qui se lancent là-dedans. Tu nous en parleras un petit peu tout à l'heure quand même. Alors, le plus grand des dealers de liens publicitaires. Et oui, les dealers de liens publicitaires, parce que souvent on nous qualifie de dealers de liens. Oui, mais c'est ça. Mais au Canada, c'est des dealers, un dealer de moto, un dealer de voiture. Voilà. Mais on n'est rien, nous, parce que les deux, c'est eux. C'est Facebook, Google, à travers leur modèle au CPC majoritairement. En chiffres, ça donne quand même un marché de la publicité digitale qui s'est multiplié par 2 pour atteindre à peu près 5 milliards en 10 ans, voilà, de dollars, enfin d'euros, pardon. Ouais. Et c'est un marché qui s'est multiplié par 2, et il y a 2 acteurs qui prennent 94% du marché, enfin de cette croissance, donc c'est ces deux-là. Voilà, ça c'est comprendre un peu, dimensionner un peu son propre site, son propre dispositif par rapport à ça. Le contexte du web, qui est porté par des annonceurs, des éditeurs, de l'expérience entre tout ça, des moteurs de recherche et des modèles économiques qui ne sont pas toujours faciles à trouver pour un e-commerçant ou pour un éditeur. Eux, ils l'ont trouvé. Voilà. Et puis, il y a un discours de Google qui dit ouais, mais les liens, il faut que ça soit naturel. Ne les achetez pas. Il ne faut pas les acheter. Sauf chez moi. Donc, sauf chez lui. Moi, c'est mon interprétation de ce message qui est un peu flou d'ailleurs. On recommande de ne pas... on préconise de faire autrement, etc. Mais c'est vrai qu'un lien doit être naturel. Je te parle par exemple, nous on se connaît parce qu'on se connaît via différentes personnes, et quelqu'un m'a dit Marc il est bon, et Guillaume il est bon, peu importe, mais c'est des gens à qui on a de l'autorité. Tu n'as pas payé quelqu'un pour qu'il vienne me voir. Et c'est ça un peu les liens. Oui, mais c'est là où effectivement les médias ils ont du mal à trouver leur modèle parce qu'on mélange aussi parfois les genres. On fait passer un contenu journalistique pour un contenu... Tout à fait. Ou l'inverse, plutôt un contenu sponsorisé pour un contenu journalistique. Et donc, avant tout, il y a une audience quand même, donc il faut la respecter. Et si on ne fait pas ce travail-là, ça ne tient pas la route très longtemps. Mais il y a une tentation de dérive finalement,
Et Google essaie d'alerter de temps en temps ou de punir, parce qu'il peut punir. Il peut punir. Il punit. Mais de toute façon, c'est dans la stratégie. Hein. Rechercher les liens, il y a un lien ici, comment on fait pour l'avoir? Ben là, j'envoie une machine à café, je donne l'article, j'offre un voyage, j'achète physiquement le lien avec Il de y a l'argent. toujours une contrepartie. Bien sûr. Voilà, quelle qu'elle soit, il y a toujours une contrepartie, même si à un moment donné tu vas le faire parce que on a des affinités. Mais je te rendrai l'appareil quand ce sera le moment. C'est pareil. Voilà. Mais c'est naturel, C'est du finalement. réseau. Ben finalement, c'est naturel. C'est naturel. Et comment tu fais ça pour savoir si c'est naturel ou pas? Ça, c'est la grosse question de Google. Donc, du coup, lui, il préfère dire c'est interdit. Hein. Et puis, il y a aussi une autre deuxième raison, c'est que ça marche encore. Donc, c'est toujours intégré dans son PageRank. Et c'est probablement aujourd'hui la faille sur laquelle il a le plus de mal à apporter des correctifs. Parce que le PageRank, on dit, ça a été affirmé que ça n'existait plus. Mais en fait, peut-être que le mot PageRank n'existe plus au sens du mot PageRank, mais c'est la notoriété de la page, en fait. C'est presque un abus de langage de Non, dire que ça mais n'existe pas. à nouveau, C'est ça. et pour être précis, il y avait une toolbar. Je me rappelle. PageRank toolbar. Ouais, je me rappelle. Celle-ci a Avec la disparu. petite barre verte en plein milieu. Là. Voilà, celle-ci a disparu. Elle permettait de mesurer une note de 0 à 10. Donc, c'était notre indicateur phare chez les SEO. Cette toolbar, elle a disparu, puis maintenue. Mais l'algorithme derrière, tu vois là, Il est toujours c'est là. juste qu'on ne sait pas ce que ça vaut. On sait plus Donc, le on mesurer. utilise d'autres outils, on essaie de stocker plus de data pour recouvrer ça, mais c'est pas. Voilà, le PageRank est bien là et le lien fonctionne toujours. Donc, c'est une faille, juste pour finir, mais c'est une faille. Évidemment, Google, il optimise son modèle. Ben oui. Tant que la faille ne pénalise pas son modèle économique, il n'a pas besoin de surinvestir dans les moyens pour avoir l'algorithme parfait. Hein, c'est vraiment une question de... Et puis on ne peut pas tout contrôler non plus. Et voilà. Donc il y a quand même des moyens qui sont déployés, mais c'est souvent des moyens humains. J'aime bien la phrase. L'excès du langage est un procédé coutumier à celui qui veut faire diversion. Ouais. Ça, c'est souvent ouais, c'est intéressant. Ça vient d'un homme politique, Ouais. mais il y a beaucoup de politiques qui abusent de ça. Et c'est vrai que quelqu'un qui parle beaucoup, on peut considérer qu'il ne dit pas tout, quoi, en fait. Ouais, je comprends. C'est l'abus de langage. Et Google, il s'exprime peu. Mais parfois, il s'exprime. Et il faut toujours se poser la question, mais est-ce que je dois écouter ce que me dit Google? Est-ce que vraiment ça vaut la peine d'investir dans cette direction ou pas? Et il y a quand même des exemples où moi j'ai pu mesurer depuis plusieurs années que finalement ça n'avait pas de lien direct avec le SEO. Donc les fils de pénalité, ouais, évidemment il y a des liens, mais on peut trouver aussi, on en a parlé, avec les cibles qu'il a réussi à dégommer aussi grâce à ce filtre, les comparateurs de prix. Le temps de chargement, 10 ans que le sujet est sur la table. On a parlé ce matin dès que tu es arrivé d'ailleurs. Voilà. Avec C'est ces techniques. évident que nous on veut tous des pages qui chargent Rapide, vite. oui. Mais avant on avait des modems. Hein. Donc une page qui dépassait 100K, c'était insupportable. C'était le drame. Bon, voilà, il y a toujours cette question d'expérience. On ne va pas débattre là-dessus. C'est comme la pertinence des contenus. Mais l'impact sur le ranking, est-ce que je charge plus vite, donc j'ameillore mon positionnement? Moi, je veux. Voilà, je jamais veux qu'il y ait mesuré des- vraiment. Voilà. Mais ce matin, quand tu es arrivé, on a parlé un peu avec l'équipe technique de Market Academy et on a parlé tout de suite de cette partie de temps de chargement, je me rappelle. Et en fait, on se rend compte que nous, quand on fait les optimisations, comme toi, quand tu nous demandes d'en faire des recommandations, on fait tout d'un coup. Donc on ne fait pas la vitesse, puis ci, puis ça, on fait un pack. Voilà. Donc en fait, on n'arrive pas à mesurer. Par contre, c'est vrai qu'au niveau peut-être du taux de transformation, effectivement, il faut le dire, du taux de conversion sur un site rapide et compagnie, il y a eu des études qui ont été faites, même nous on l'a vu sur des sites qu'on a optimisés en vitesse, on gagne de la conversion. Mais sur le positionnement, c'est notre sujet. C'est ça. Est-ce que c'est vraiment le chantier prioritaire Ouais. dans une stratégie SEO? C'est Alors ça après, la il y a question. temps et temps. Hein. Une page qui s'affiche en 1 seconde, en 1 seconde et demie, c'est trop. Une demi-seconde, c'est bien, voire même moins. Mais une page qui charge en 8-10 secondes, là, c'est le drame. Hein. Là, il y a clairement vraiment... Oui. Mais après, quand tu mobilises tes équipes techniques pendant des semaines, voire des mois, pour grappiller quelques millièmes de secondes, Eh oui, est-ce que là, ça en vaut vraiment la peine? tout à fait. Parce que pendant ce temps-là, ils font pas autre chose. Voilà. J'ai envie de dire aussi, et je le dis souvent, qu'on ne peut pas être parfait. Tu sais, on optimise par rapport à Speed Insight ou à différents outils, on vise le 100%, mais on n'a jamais le 100%. Quand on a 80, 85, on est content. On ne peut pas être parfait, comme le W3C, tout ça. On ne peut pas être parfait. Parfait, c'est pas normal. C'est suspect. C'est suspect. Alors, simplement, là, il y a quand même une interprétation que je vais te donner sur le temps de chargement, c'est que Google, il consomme énormément de ressources C'est vrai. pour crawler ce web. Et donc, si on lui délivre des pages qui chargent Plus plus rapidement. rapidement, il consommera moins de ressources et il fait des économies. Ok. Le budget de l'enjeu. crawl, ça te parle bien comme il faut? Oui. Comment on peut le quantifier? Alors, on peut mesurer, on peut monitorer, finalement, en économisant sur le budget de crawl, c'est-à-dire en envoyant le crawler là où il devrait aller, et pas là où c'est Où il va pas inutile, aller, où c'est des tout à pages fait. inutiles,
on peut mesurer qu'effectivement, il a un comportement plus fréquent, qui va revaloriser aussi des pages qu'il ne valorisait pas avant, parce qu'à un moment donné, soit il les atteignait pas, parce que son budget de crawl était consommé, donc il y a une partie du site qu'il ne voyait pas, parce qu'il envoyait une qui était finalement pas utile. En coupant l'accès aux pages inutiles, il va concentrer ce même budget de crawl là où on l'a orienté. D'où l'important d'analyser son fichier sitemap, de regarder dans la Search Console les pages indexées, de faire les actions. Et c'est à géométrie variable, c'est-à-dire que mieux est le comportement, plus il va allouer de ressources, et il peut redimensionner ses ressources allouées à un site au fil de l'eau. Donc c'est pour ça qu'un premier crawl, souvent, il ne voit jamais le site en entier. Il va venir une première fois, faire son calcul, revenir, voir s'il y a des changements, aller explorer de nouvelles pages, ça se fait par étapes. Donc là, on est sur un autre sujet technique, mais c'est vrai que là, pour le coup, il y a vraiment des enjeux d'optimisation sur des gros sites. AMP, pareil, c'est un sujet. Honnêtement, c'est pas une recommandation qu'on va faire en priorité pour référencer un site e-commerce. Sur un site média, s'il y a des enjeux effectivement d'aller chercher des top positions, c'est un moyen d'y arriver. Oui, tout à fait. Mais voilà, c'est vraiment une question de stratégie. L'AMP pour les fiches produits a été abandonné par Google. Alors c'est vrai que sur mobile, quand on tape une requête, souvent journalistique, avec du contenu média, comme tu dis, il y a beaucoup de pages AMP quand même qui sortent. Mais après, on en parlait tout à l'heure aussi, c'est le nouvel envie de Google d'agréger ce contenu dans des pages à lui. C'est-à-dire prendre le contenu de différents sites, différents trucs, et créer ses propres pages. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vendre des publicités là-dessus, mettre des liens, enfin... J'ai pas encore... il y a de la data à aller collecter, évidemment, sur des comportements d'usage, etc. Et il y a toujours des choses à optimiser. Mais en tout cas, c'est vrai que là, on sert Google un contenu. On sert Google. Et c'est un contenu qu'il n'a pas créé, lui. Voilà. Recherche vocale. Sujet d'actualité, très à la mode. Ouais, c'est pas nouveau non plus, mais il y a des SEO qui en ont fait une spécialité. Pas une révolution en termes de pratiques SEO. Les bonnes pratiques sont toujours les mêmes. En termes d'expérience et en termes de ce que ça peut amener en termes de collecte de data pour Google, on peut s'interroger, parce que l'expérience n'est pas parfaite, et pourtant Google la délivre. Oui. Donc il se moque de donner des mauvaises réponses parfois. C'est vrai. Pour l'instant là, il fait de l'apprentissage. Il apprend, il collecte des informations. Et tôt ou tard, je pense qu'il y a des... Il reconnaît notre voix. Et reconnaissance, effectivement, l'empreinte vocale. Moi, à la maison, j'ai tout en domotique, je me suis fait plaisir, j'aime ça, je suis un geek. Google reconnaît ma voix. Quand je dis « Ok Google, quel est mon calendrier ?» Il me dit le mien, et quand c'est ma femme qui parle, elle a le sien. Et voilà, avec la fameuse... Voilà, il n'y a pas franchement de débat sur la pertinence de cette solution. Dans certains cas, c'est super, ça améliore effectivement l'expérience, ça fait gagner du temps, c'est très pratique. Donc voilà, là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais généraliser, dire que c'est l'avenir du SEO, et que voilà, à un moment donné, il faut être lucide. Il y a des comportements qui ne matcheront pas du tout avec la recherche vocale. Et il y a des usages où on ne voudra pas avoir que les réponses choisies par Google, mais ses propres réponses. Je pense qu'il y a encore des situations de recherche où on fait l'effort d'aller loin dans le moteur de recherche, analyser plusieurs résultats, et on a besoin de faire sa propre sélection, sa propre idée, et puis après, confronter avec le reste du parcours. C'est qu'à un moment donné, on va vouloir avoir confiance, rentrer en contact, voir des avis. JavaScript, même sujet, c'est un sujet sur lequel Google communique assez fréquemment, là, depuis 1 an peut-être, ou 2, en disant que c'est plus un problème pour lui, sauf que nous, on ne prendrait pas le risque de... On prend pas le risque. Voilà. Alors certaines librairies fonctionnent apparemment, je crois que c'est des AngularJS ou des choses comme ça, il y a de plus en plus de sites en JavaScript. Mais le JavaScript est interprété, donc consomme des ressources chez Google du coup, parce que c'est pas le navigateur de l'internet qui va... C'est vrai que nous on ne prend pas le risque non plus. Voilà. Donc à voir, mais on peut se poser des questions à nouveau. Et puis le netlinking, c'est pas bien. Voilà. Ça, on l'a vu. On travaille sur netlinking, on fait des liens artificiels, c'est pas bien. Il faut faire des liens nofollow quand c'est des liens strict. Bon, évidemment, on est d'accord. On ne confond pas et on ne trompe pas l'internaute. Ça, c'est mieux d'éviter de tromper l'internaute en envoyant vers un lien commercial alors qu'on le fait passer pour un lien naturel. Pour résumer, voilà, pas suivre les conseils de Google si on veut faire du SEO, parce que là, ça reste très théorique et l'idée, c'est d'être dans la pratique, de faire ce qu'on pense être capable de faire sur le site internet, de tester, de mesurer et puis d'avancer. Donc voilà, les liens peuvent venir naturellement aussi. Ah, mais sur le critère lien, bien évidemment qu'il y a des sites qui n'ont pas besoin d'être actifs parce que ça vient naturellement, parce qu'ils ont cette autorité naturelle. On en parlait tout à l'heure, on a des vidéos sur notre chaîne qui fonctionnent très bien, et aujourd'hui on ne serait pas capable de reproduire
sans aller chercher du lien ou du partenariat, peu importe la façon Oui. dont on le fait, des mêmes résultats sur des sujets. C'était spontané. Tout à fait. C'était Et spontané. la spontanéité, tu peux difficilement la créer. On a même des écoles qui ont partagé nos vidéos à leurs élèves. On a eu des boosts d'audience sur certaines vidéos, et après ils nous ont demandé même des livres d'intégrer dans les formats numériques certaines vidéos de Market Academy. Mais c'est sympa tout ça. Mais du coup, ça fait des boosts tout ça. Et on n'est pas allé les chercher. Mais on Oui. pourrait par contre faire le travail de les contacter, ces gens. Pour Oui, dire, mais regardez. voilà, en termes d'impact, ils sont multiples. Voilà. Le lien, Tout à fait. c'est la cerise. Mm. Un exemple sur l'impact. Ça, c'est un exemple qui a fait couler un peu d'encre dans la communauté SEO. Beaucoup d'encre même. Un peu, Oui, on en parle depuis, même encore cette année, on en parlait, mais voilà. Tu l'as deviné, toi, quel était le site derrière. Marine 2017, c'était le site de la campagne politique de Marine Le Pen. Exactement. Voilà. Donc, un site qui est monté très vite Mm. en trafic. Qui a été créé pour l'événement. Qui a été dédié à un nom de domaine 2017, donc début, dédié à là-bas. l'événement. Qui est monté très très vite en autorité parce qu'évidemment, on en parle tous les jours, oui. il y a des liens qui se créent naturellement sans les demander. Voilà, il y a vraiment, il y a peut-être une stratégie SEO aussi, hein, on ne sait pas. Mais ceci étant, la campagne se terminant, ils n'ont pas jugé bon de garder ce nom de domaine, donc ils l'avaient probablement pris réservé pour un an, Oui. ou 2 ans, peut-être que ça démarrait un peu avant. Je pense qu'ils ont anticipé avant Oui. 2017 ou 2016, mais là ils ont pas pris le soin de renouveler le nom de domaine. Donc tout le monde pouvait l'acheter. Et il retombe dans le domaine public. Au bout de quelques semaines, tout le monde peut l'acheter. Le premier arrivé, premier servi. Et là, évidemment, il y a des chasseurs de ce type de domaine. Donc c'est vraiment une activité de SEO qui est plutôt grisante, on va dire. Puisque là, on peut refaire vivre un mort en remettant du contenu. Et là où c'est assez surprenant, c'est que le contenu qui est sur ce site-là n'a rien à voir avec le contenu qu'il y avait sur ce site-là. D'où la polémique, de la puissance des liens. D'où la polémique que, en fait, ce site-là monte parce qu'il a hérité de cette popularité. Parce que pour monter, on va voir la thématique, tu peux passer les slides d'après, mais c'est un site qui monte, évidemment, là, c'est un site positionné sur quelques mots-clés liés à la candidate. Mais là, il crée tout un catalogue, et donc c'est tout un tas de pages. Donc il a transformé le site de la campagne politique, qu'il a racheté, et il a créé une boutique en ligne. Voilà. Il a utilisé les liens pour la notoriété, il a créé son travail et ses mots-clés, il a 16 000 mots-clés positionnés aujourd'hui. Voilà. Au lieu que ces liens soient définitivement perdus, lui, il a réussi à les utiliser vers un autre site. Enfin, vers le même nom de domaine, mais pour créer un autre site. C'est vraiment la preuve, on va dire, que ces liens-là laissent une trace. Tout à fait. Très longtemps. Très longtemps. Même si le site retombe un jour, on peut le réactiver. Et là, c'est l'exemple de la thématique, mais du coup, c'est un site qui s'adresse à Marine la ménagère. Oui, Marine la ménagère. Et puis, bon, on est sur des appareils électroménagers, du robot, de l'aspirateur. Très bon aspirateur d'ailleurs, mon meilleur achat de l'année. Bah, évidemment, après ça, on est sur des requêtes même de marque qui ont un très très fort. Giro premier, iRobot. Ouais. Il y a évidemment un enjeu de positionnement, ils y arrivent, il y a des top positions. Il y a des positions sur des recherches à fort volume, ça c'est la source Youda Insight, nos amis de Montpellier. Et puis du coup, chaque requête est obtenue avec une page dédiée. Donc ça, on peut rentrer dans le détail, mais... C'est qu'ils sont encore le CU Rank de Youda, le logiciel qu'ils avaient fait CU Rank, oui, ça existe. En ligne, non? Je crois qu'il est en SaaS. Oui, SaaS. en mode SaaS. Ouais, il y a 2 versions toujours. Ouais, j'ai une version desktop, moi, je me rappelle pas. J'aime bien. Effectivement, c'est très pratique pour une agence. Oui, donc on voit vraiment la puissance des liens, la notoriété qui est récupérée. Donc comment transformer un nom de domaine très populaire, disponible, qui me coûte le prix de l'achat du nom de domaine. Oui. Tout le reste, après, c'est ça. Chacun met les moyens qu'il veut. Donc, nom de domaine, c'est vraiment le capital de votre business sur le web. C'est vraiment la chose qui vous appartient et qui donne de la valeur au business sur le web. Tout le reste, finalement, ça peut, quand on fait des actions sur les réseaux sociaux, on est un peu en mode location sur les réseaux sociaux, sur Facebook. On a une page. Bon, a priori, Google devrait pas changer, Facebook ne devrait pas changer du jour au lendemain, mais ce contenu-là, on le délivre quand même au profit du modèle de Facebook. Oui, le nom de domaine, c'est lui qui acquiert la popularité et c'est lui qui peut permettre de monter en puissance, de capitaliser sur l'ancienneté, etc. Donc le capital, c'est vraiment le nom de domaine. C'est capital, le nom de domaine. On peut migrer effectivement de contenu, on peut migrer d'URL, mais c'est très sensible. Donc l'idée, c'est effectivement de bien prendre en compte que si on a mis en place une page, elle va monter en popularité, l'historique est pris en compte de cette popularité, et donc si on casse cette page, on perd tout. On part de zéro, si on en crée une autre, même avec le même contenu, s'il n'y a pas de lien entre les deux, on repart de zéro. Donc c'est tellement difficile de conquérir cette popularité
que quand on l'a acquise, bah, il ne faut pas faire l'erreur de changer brutalement de nom de domaine. Tout à fait. Et de l'abandonner en plus. Tout à fait. Mais c'est important le nom de domaine, hein. C'est super important, le choix dès le départ. Après, à l'époque, on avait les noms de domaine blindés de mots-clés. Tu te rappelles? Oui, mais ça peut être une stratégie. En tout cas, il peut y avoir un commerce autour de ça. On appelle ça c'est l'activité des domaineurs, hein, qui font ça pour faire du SEO ou qui font ça parce que le nom va avoir de la valeur, une valeur marchande. Quand il est bien nommé, ça peut intéresser un annonceur. Tout à fait. Voilà, donc ne pas avoir vécu sur un boulevard à Paris et puis se retrouver au milieu de l'océan, quoi. Ouais, tout à fait. Il faut ramer. On peut avoir la plus belle boutique au milieu de l'océan, il n'y aura pas de trafic, il n'y aura pas de visibilité. En plus, si tu as changé de nom de domaine, tu te retrouves perdu avec tout, quoi. Et puis l'ancien site, les gens vont peut-être continuer à le chercher et ne le trouveront plus. On a le choix du domaine et puis les URL, c'est la même chose. Chaque page peut construire sa propre popularité. Donc tous les chemins d'URL, c'est la même chose. On va avoir une construction, et ça, bon, c'est une recommandation où je vous dis, il y a peu de risques de fonctionner comme ça. On a à peu près tous les avantages, quelle que soit la vie du site demain. Hein, donc l'idée, c'est une construction très simple, des URL courtes, des chemins clairs, et surtout une construction qu'on peut éventuellement réutiliser si on change l'architecture du site, si on change de CMS, même si on change de domaine, hein, on peut rediriger avec la même structure. Donc là, l'idée, c'est de voir sur le long terme comment je fais une URL qui va créer un capital et qui ne va pas juste avoir une durée éphémère et disparaître avec tout ce capital qu'elle possède. Et cette URL, il faut, comme la stratégie de référencement naturel, la réfléchir dès la conception du site. Bien sûr. Nous, aujourd'hui, on ne fait plus de création de sites, on fait des refontes de sites. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sites, de gens qui se lancent sur Internet en pensant faire fortune. Ça ne marche pas. De mon expérience, on en a fait 200 de sites, il y en a 90% qui se cassent la gueule direct. Moi, on n'en parle plus. Et voir qu'ils ne te payent pas ta facture. Tu as le site, mais après, il faut vendre des produits, il faut les acheter, les fournisseurs. C'est ça. Et sur les 10% qui restent, il y a ceux qui bricolent et ceux qui explosent, potentiellement. Mais il n'y en a pas tant que ça. Mais si dès le début, il n'y a pas eu de choix du nom de domaine, comme tu l'as dit, et de l'URL, qui te permet après de pouvoir changer de technologie, parce qu'aujourd'hui on a un PrestaShop, c'est à la mode, demain on a un Magento, demain on a un WooCommerce, demain on a peu importe ce qu'on peut avoir, il faut qu'on puisse continuer à utiliser ce système d'URL. Et c'est pas au prestataire de choisir ça. C'est à l'e-commerçant ou à la personne qui fait les sites sur un blog d'actualité. Il faut l'imposer. Il faut l'imposer. Ou alors il faut avoir l'expertise dans l'agence ou trouver quelqu'un qui t'accompagne parce que c'est comme dans la maison, on en parlait tout à l'heure. Il y a la maison, il y a les murs, il y a la piscine, il y a les fondations d'électricité. Tout ça, c'est des corps de métier différents. Ou le faire valider par un spécialiste après. Validé par un spécialiste. Et l'autre exemple, c'est la page, mais c'est la même chose. Hein. Tu vois là, j'ai une structure très, très simple. Pourquoi on n'a pas repris tout le cheminement? Surtout en e-commerce, tu le sais, il y a ce qu'on appelle la navigation à facettes. On peut avoir plusieurs cheminements différents vers un produit. Quel que soit le cheminement, ma page, elle a toujours le même nom. On ne reprend pas le cheminement derrière. Après, ça, évidemment, ça limite aussi énormément de dégâts. Et oui, après, on a souvent le problème, effectivement, des fiches produits dans différentes catégories. Avec les canonicales, on arrive à régler ce problème. Oui, après, la fiche produit, elle peut être dans la catégorie, dans le dossier, sous-dossier, ou aussi à la racine. Nous, aujourd'hui, on la met plus à la racine. Mais c'était différent il y a 5-6 ans. Mais là, on va utiliser des patchs. Il y a des alternatives. Mais là, on fonctionne sans patch. Là, on est propre. On est tranquille. On est à peu près tranquille. Et on peut même aller plus loin. Si sur un moteur de recherche e-commerce, hein, on peut peut-être penser à une construction d'URL qui ne génère pas des URL tout à fait différentes, voire même, si possible, dans certaines requêtes, d'envoyer vers ces pages. C'est-à-dire, je tape chemise au singulier ou au pluriel, ou chemise homme, par exemple, et je renvoie vers la catégorie chemise. Puisqu'elle existe. Elle existe, elle a un listing et compagnie. Elle est optimisée, expérience utilisateur, j'espère. Tout à fait. Ah oui, bah oui. J'espère pas moins bien que le moteur de recherche. Ah oui. Et donc, pourquoi faire une page différente? Tout à fait. C'est des traces qu'on peut suspecter d'être importantes. C'est-à-dire que c'est des requêtes sur le site, c'est potentiellement des campagnes marketing qui fonctionnent au CPC, etc. Il faut vite qu'elles génèrent des pages d'atterrissage. Et souvent, ils ont le réflexe d'utiliser le moteur de recherche. Donc, ils vont générer des URL qui ne sont pas celles que nous, on à référencer en SEO. Donc, on travaille sur... voilà, l'idée, c'est d'être un peu plus en synergie. J'ai souvent vu, avant, il y a des années, je ne portais pas d'attention à ces pages-là, mais j'ai souvent vu, maintenant, on s'intéresse, des pages indexées de résultats de recherche. Oui, bien sûr. Ben après, tu peux aller dans cette direction-là. À nouveau, il faut le maîtriser. Oui, il faut le maîtriser. Parce qu'un moteur de recherche peut avoir un comportement assez important sur un site internet. On a un client qui vend des chemises à fleurs. Il est référencé en 12e position dans Google. Mais c'est une page du résultat du moteur de recherche, il n'y a rien. Oui. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des pages
dédié aux chemises à fleurs dans des catégories qu'on peut naviguer avec une vidéo, avec du texte, avec des produits, tout bien géré avec des URL, mais ça veut dire qu'on peut aussi se servir de les données qui arrivent, parce que dans le moteur de recherche sur le site, il y a des C'est une logs. piste. Et C'est une voilà, piste. c'est encore une piste d'optimisation. C'est ce qu'a utilisé la Redoute pour. Oui, parce que pour être précis, l'URL que tu tapes, que tu génères en tapant un mot-clé dans le moteur de recherche, Google ne sait pas utiliser le moteur de recherche de Et ton oui, site. c'est des paramètres d'URL. Donc cette URL, il ne la verra pas à si fait. tu lui donnes pas le chemin. Et oui. Donc si tu lui donnes une réponse qui est déjà intégrée dans la navigation, Pour la stocker. tu concentres tout au même endroit. Mm. Voilà. Sinon, il va falloir créer des index. On rentre dans des considérations qui sont pas, Oui, voilà, pas très compliquées, mais qui rentre quand même. on rajoute des couches. Tout à fait. Voilà. Après, il y a des choses qui apportent beaucoup, parce que quand on commence son référencement naturel, aussi bien la partie technique que contenu que netlinking, il y a les bonnes pratiques qui permettent d'arriver rapidement à avoir un peu de résultat. Après, on parle d'optimisation, mais c'est ce que tu disais. Quel est l'effort que je dois faire pour arriver à une optimisation? On parlait tout à l'heure de Magento sur les JavaScript, même sur PrestaShop. On charge dans la page d'accueil des JavaScript qui vont servir que dans le tunnel d'achat. Et Google, il nous dit, page Insight, enlevez-les ces JavaScript qui ne servent à rien. Mais il faudrait refaire le système entier. Donc c'est pas possible. Il y aurait une dépense technique de peut-être 20 ou 30 jours hommes qui coûterait potentiellement 10 ou 20 000 euros pour gagner quoi? Et en plus, on ne peut même pas le mesurer. Qu'est-ce qu'on va gagner vraiment avec tout ce qu'on a fait? Donc, ça, c'est vraiment Ouais. le travail du SEO. C'est pas de dire j'ai 200 critères c'est ça. et donc je les Prendre travaille quick tous. win. C'est voilà, c'est l'autre Pareto. Hein. 20% d'effort, 80% d'effet. Et une fois que j'ai fait ce chantier, je le fais durablement pour pas revenir dessus et concentrer ma valeur ajoutée sur un autre chantier. Ça, c'est un bel accompagnement. C'est cool. À retenir. Pour avoir cette notion de sculpting, ce qu'on appelle PR sculpting. Donc, comment je peux organiser ma navigation, donc mes liens internes, pour donner le jus là où j'ai envie de le donner. Là où c'est qu'est-ce que le jus? Le jus, c'est du jus de fruits, c'est du link juice. En anglais, voilà, c'est du jus de lien. Voilà, c'est le terme, la traduction de Donc c'est la notoriété que je donne. C'est exactement, c'est un espèce de flux que je vais transmettre parce que ma page dispose d'un certain flux et donc le lien que je fais en HTML, en dofollow, va redistribuer une partie de ce flux. Une partie. Donc, et ça se matérialise, on va dire comme ça. Si une page fait un seul lien vers une page qui ne dispose que d'un seul lien, il y a une partie de popularité qui est distribuée, ce fameux flux. Mais c'est jamais 100%. On va considérer que c'est 80%. Donc le PR égale 0,8. Ouais. Par contre, si j'ai une page qui fait donc celle-là, elle hérite de liens entrants, mais elle fait aussi plusieurs liens sortants, ben, elle ne redistribue pas la même chose. Ce n'est pas la même valeur qu'elle va redistribuer, puisque voilà, il y a une répartition de ce lien. Donc ça, c'est une notion aussi à retenir, c'est que tous les liens ne se valent pas. Les liens dans la navigation, les liens dans le footer ou les liens dans le corps de la page, ce n'est pas le même impact. On va dire qu'on s'accorde à dire que celui qui est dans le corps de la page, c'est celui qui a le plus de flux à distribuer. Mais plus il y a de liens dans le footer ou dans le header, plus on dilue. Donc il faut arriver au bon équilibre. Ouais. Donc pour schématiser, imaginons que D est 100 points, il fait un lien vers A et il donne 80 points. Voilà. Maintenant, E, il a 100 points, il a 4 liens sortants. Donc on prend 80 points qui serait le pourcentage et on les divise par 4. Donc chaque page aura 20 points donnés. Ou on enlève un peu, voilà. Sur 100, voilà. Après, il y a ce schéma-là aussi, où on voit que D envoie à F et F envoie à E. Ouais. Ça, c'est un peu plus subtil, mais on ne s'intéresse pas forcément aux liens sortants quand on fait de la popularité. Et là, il y a l'idée de cette représentation, c'est de se dire que si on fait des liens réciproques, on peut aussi compter sur un retour de popularité. Ok, lien réciproque dans le site ou à l'extérieur aussi? Les deux. Les deux, pareil. Pareil, la popularité, elle est mesurée par rapport à une page. Donc, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Ok. C'est vraiment l'idée. Une page profonde peut avoir plus de popularité que la page d'accueil. Il n'y a pas de règle. Sauf que naturellement, la page d'accueil, on communique dessus, et donc il y a plus de liens. Donc chaque page est traitée indépendamment. Là, c'est plutôt un schéma sur le maillage interne, mais évidemment, si on rajoute les liens entrants, le schéma il change complètement. Tout à l'heure, tu me parlais d'une page qui avait un lien externe et pas de lien en retour, qui avait une petite optimisation à faire sympathique. Oui, on peut. Ça, c'est des choses qui ont été testées et qui sont. D'ailleurs, je vais tester ça. Je te le dis parce que ça m'a. Il faut tester. Admettons qu'on ait une partie plutôt éditoriale et là une partie plutôt business, e-commerce. Donc on a eu pas mal de popularité sur la partie éditoriale. Et là, il y a, à un moment donné, on a un site qui fait un bon lien vers la partie business. Est-ce qu'il y a un moyen d'améliorer encore le poids de ce lien? Et bien moi, je pense que si on fait un lien de notre partie éditoriale qui a une très bonne popularité vers cette page-là, on va du coup lui donner un peu plus de poids et il peut y avoir un recalcul de la popularité vers ma page business.
Donc en faisant des liens sortants, je peux améliorer mon PageRank. Ok. Donc il faut identifier ces liens sortants. Voilà. Là, il y a de la data derrière, il faut Oui, il y a de la analyser, data. il faut avoir les bons outils. Mm. Sans outils, on peut rien faire. Sans outil, on fait rien. On peut le faire à la main, mais fait à la main. Oui, on peut le Non. faire à la main, mais ça prend Comment, des comment tonnes tu de fais à temps. la main? Bah, tu cherches. Tu vas sur des sites, Ah oui, oui, tu à la main, cherches oui, on va dans CTRL, Google, tu on requêtes tape, Google, on ouais. regarde ce qu'il y a dans les Site de pages. points, liens et tout machin. Est-ce que... Oui, Ouais. Tu peux, hein. oui, mais c'est hasardeux. C'est hasardeux, ça prend une tonne de temps, il te faut 1000 personnes pour Ça que prend un du outil temps. pour le faire. Et puis même les requêtes sites de points ou Mais tu vois, ou les lignes outils de ils servent points à ça. fonctionnent pas. Ouais. Les outils ils servent à ça, ils sont créés pour ça. Parce qu'à la base, moi j'ai déjà fait des requêtes dans Google à la main quand je cherche certaines informations. Tu sais qu'on peut chercher plein de choses dans Google, on peut même trouver des types de fichiers, avec accès à des données publiques, avec plein d'informations dedans. Ah, il y a qui sont des intéressantes. recherches avancées intéressantes, ouais. Tout à fait. Et en fait, on se rend compte d'une technique d'optimisation. Et après, on crée un outil. Les outils, ils arrivent. Bon, on va voir après les outils, mais ils arrivent en fonction des Ouais. tâches récurrentes, quoi, manuelles. Tout le monde ce sont que des gros scrappers. Ouais. Google, c'est le premier Ouais, à oui. scraper. Et puis tous les autres, ils sont obligés de scraper. Il y a des sujets sur le scrap, parce que quand on voit l'audience des sites, vraiment, identifier les scrappers, le vrai surf, tu vois, le vrai internaute finalement, ça représente quoi aujourd'hui? Un vrai internaute. Par exemple, aujourd'hui, j'ai 1000 visites par jour sur mon site. Mais c'est quoi ma vraie Ah, audience? j'ai C'est beaucoup 200, de- c'est 1000, c'est J'ai 300? arrêté de me poser la question parce que. Ouais, tu te poses ouais. plus la question. Non. Mais il faut accepter de ne pas avoir la réponse à tout. On n'a pas les réponses à tout. Toi, c'est ton métier, le SEO. Tu fais ça depuis Oui. combien d'années? Depuis 20 ans. Presque. Ouais. Voilà. Moi, ça fait 15 ans que je fais de l'e-commerce. Presque 20 ans. Donc, on n'est pas des jeunes. Eh bien, des fois, on passe à la suite. Non, non. Nous, on n'a pas la réponse. Des fois, je sais pas. Ben oui, on peut pas tout savoir. Parce que même eux, ils ne nous le disent pas, puis peut-être eux, ils savent pas. Non, il faut l'avoir testé. Et même si on l'a testé et Ça. qu'on l'a mesuré, Mm. on ne sait pas si on peut le reproduire. Le test, c'est important. Attention à la dilution du sirop. Ouais. Du Oui. sirop. Du sirop Ben, oui. tu mets ça de sirop dans ton verre, tu mets ça d'eau, tu es dilué. Du jus, ouais. Voilà, Alors toi, c'est- tu es au sirop. Ah, moi, on je est suis pas au mal jus. avec mon petit jus là aujourd'hui. Voilà, assez grossièrement, si on schématise une arborescence de site, page d'accueil qui hérite naturellement de cette popularité, elle va la redistribuer avec les liens. Bêtement, je fais des liens, 500 liens depuis cette page pour essayer d'indexer un maximum de pages. Au bout d'un moment, je dilue tellement, je n'offre quasiment plus rien à ces pages-là. Et même si Google va arriver à indexer ce premier niveau, toutes ces pages héritent tellement de peu de liens, de peu de jus, qu'elles n'auront rien à distribuer. Et donc Google ira peut-être même pas au niveau inférieur. Donc trop de liens sur un petit site déconseillé. A l'inverse, si je veux faire distribuer plus chirurgicalement mon jus en disant vraiment c'est ces deux univers-là, et puis de là je m'aillerai vers les catégories, etc. Je crée trop de niveaux, et comme à chaque niveau je perds 20%, à la fin, il y a un risque aussi de ne plus avoir grand-chose. Donc il faut trouver l'équilibre entre les deux. En 3 clics, j'accède à l'ensemble de l'information. Si tu as 100 liens, c'est une bonne moyenne, c'est déjà pas mal, mais bon, 100 liens premier niveau, 100 liens deuxième niveau, ça fait déjà 10 000 pages. C'est ça que c'est important aussi de se séparer du contenu qui sert à rien. Parce que quand tu as du contenu qui sert à rien, C'est là où il faut sculpter, ouais, parce que si tu as 10 000 pages, tu fais comment là? Pour mailler à 3 niveaux déprioriser, sur prioriser, et puis effectivement, cette chose-là, on peut la reconsidérer page à page. Hein. On l'a vu, hein, il y a des pages qui peuvent redistribuer encore à nouveau. Imaginons qu'on ait une saisonnalité là, sur un produit qui est en niveau 3 ou en niveau 4. Est-ce qu'on peut du coup anticiper quelques mois avant? On va rentrer à Noël. On peut avoir une stratégie maintenant de renforcer le link juice maintenant pour préparer son Noël par exemple. Il faut anticiper un peu, ouais. Tout à fait. Ta tête de gondole, Ouais. tu ne la mets pas le jour Ben non. de l'opération. Parce Et que là, ouais, on est parce sur qu'il une y façon. a une inertie, en effet. Ok. Et, donc, Et après, on peut avoir aussi des liens. Par exemple, on peut avoir un site autre qui fait un lien vers mon univers, vers ma catégorie de deuxième niveau, qui va lui donner de la notoriété du link juice externe. Donc après, comme tu dis, il y a vraiment après de la vraie complexité et du vrai calcul, de la vraie, pas de la gestion comme on dit, de l'expertise à avoir Oui. sur ça. non, imagine une place de marché, Oui. il y a des enjeux C'est ça. de saisonnalité permanent. Donc, effectivement, ils revoient l'architecture de leur rayon, de leur page, très régulièrement. Et si on peut anticiper un petit peu, en envoyant le robot, avant d'envoyer complètement, en revoyant complètement la navigation, évidemment, ça va faire revivre un peu la page, qui est peut-être la page aussi qu'on utilisait l'année dernière. Eh oui, Hein. peut-être. Et les soldes, par exemple. Ah oui, Tu ne peux pas communiquer avant le jour. des soldes. Voilà. Mais tu peux utiliser la page que tu utilisais l'année d'avant, déjà- qui a déjà déjà un indexé. peu de traces. Eh oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, du coup, dans cette arborescence de pages, je voulais quand même parler un peu du contenu aussi. Parce qu'on parle souvent de travailler les fiches produits. Sur un e-commerce, c'est beaucoup de travail. Hein. Beaucoup de travail. Euh, Énormément de travail. Si tu commences par les fiches produits, tu commences là où il y a le plus de pages. Eh oui. Peut-être il faut commencer par les catégories, les grands univers, etc. Et puis aussi, il y a une partie, parce que là, c'est très marchand. Là, tu envoies du trafic, il faut que ça convertisse, il faut que ça mette au panier.
Mais faire des liens vers ça, c'est pas toujours très naturel, c'est du lien commercial finalement. Hein, tu envoies vers une boutique. Par contre, une partie éditoriale qui donne du contenu utile, bah, c'est aussi une pratique qu'on voit beaucoup. Hein. Imagine, je suis un vendeur de pneus. Peut-être je peux avoir l'idée de référencer tous les restaurants. Tu vas te dire quel rapport, mais c'est ce qu'a fait Michelin au début du siècle. Il avait un produit tellement technique, il y avait tellement peu d'utilisateurs de voitures à l'époque, qu'il s'est dit, je vais inciter les gens à prendre la voiture. Et donc pour les inciter à prendre la voiture, je vais leur donner accès aux meilleurs restaurants. Il a fait du contenu, une expérience à travers son guide. Et Michelin. Voilà. Depuis, il a trouvé un modèle économique à son guide. Il a fait aussi des cartes routières. Mais c'est exactement ça qu'il faut reproduire aujourd'hui. C'est dire de quoi ont besoin mes utilisateurs, je réponds à ce besoin, ils m'identifient, demain, ils achèteront. Et ils vont peut-être pas acheter du premier coup, sauf si je suis moins cher, parce qu'il y a la stratégie du prix aussi. Mais au-delà du prix, voilà, il y a aussi l'expérience, mon niveau d'expertise que j'arrive à transmettre. Et ces pages-là, ça peut être vraiment des pages qui récupèrent du lien. Tu l'as vu, quand tu travailles des vidéos, tu fais ce travail d'effort de premier contact avec la Les cible. gens, ils vont plus également avoir envie de partager quelque chose d'intéressant plutôt que partager une fiche produit. Voilà. Donc tout le monde a un enjeu de diffuser du contenu. Ce contenu-là peut avoir la capacité à attirer des nouveaux liens ou à créer des liens aussi. Oui. Parce que du coup, là, tu peux faire un lien dans les articles. Donc en fait, grâce à ça, tu attires des liens de qualité que tu redistribues après dans ton réseau comme tu as envie. Voilà, il y a une flèche là, une flèche là. Ça, c'est du maillage interne. Ouais. Et ça, c'est du maillage externe. On ne révolutionne pas grand-chose en fait. Hein. C'est plus on avance, plus on doit être proche de ce que sont les enjeux marketing. Et donc, il n'y a plus tant de raccourcis possibles. Donc, les standards, suivre, contrôler régulièrement, hein, parce qu'il peut y avoir des évolutions de site et donc des impacts. Hein. On sait que les bugs, ça existe hein, dans un logiciel comme dans un site web. Donc ça, c'est des choses qui sont en mouvement. Donc toujours contrôler les points majeurs qui font que le référencement est performant. S'il faut se dire, même pour aller encore plus loin, c'est que si on ne contrôle pas régulièrement, tout ce qu'on a fait avant, ça ne sert à rien. Hier, j'étais chez un gros client, gros client, et on leur a demandé il y a 1 mois et demi de mettre en place un tracking complet pour avoir les gens, où ils vont, là où ils cliquent, les formulaires et compagnie. Ok, ça alimente un analytics. Personne n'est capable d'aller voir l'analytics. Donc il y a Google Data Studio qui permet de faire du reporting. Et bien hier, en parlant avec eux, je me suis rendu compte qu'ils ont eu le tracking qu'on leur a demandé, pas de problème, ils n'ont aucun reporting et personne qui contrôle régulièrement. Ça devrait être fait dès le début, ça. Quand tu mets en place une action, surtout sur le web, on peut tout traquer, tout calculer. Tu fais une affiche 4x3 dans la rue, tu te dis potentiellement à 10 000 voitures qui passent, tu ne connais pas l'impact. Aujourd'hui, on sait tout. Contrôler régulièrement, contrôler les résultats, contrôler les liens qu'on a perdus, contrôler tout ça, c'est super important. C'est ça. C'est super important. Mais c'est pas fait. Mais c'est pas fait très souvent. Voilà, un SEO dans une agence, on va dire. Tiens, d'ailleurs. Voilà, il va contrôler en effet ces choses. Un SEO qui va gérer 8, 10, 14 clients dans son portefeuille. Bah, tous les jours, quasiment, il va faire son petit tour sur les outils. Petit tour. Voilà, son petit tour sur Analytics, voir ce qu'il a mis 3 semaines avant, ça a pris, ça n'a pas pris. Il va contrôler, il va faire ça. Après, il y a des outils, évidemment, de plus en plus performants pour automatiser certains contrôles. C'est pas ceux-là d'ailleurs de lesquels je faisais portrait, mais je pensais à. On les verra après. Voilà, il y a des outils pour automatiser, parce qu'effectivement, à un moment donné, il faut toujours se concentrer sur la valeur ajoutée. Est-ce que j'ai une valeur ajoutée à passer 1 heure à contrôler? Si je peux mettre un robot qui fait ça à ma place, au moins sur la majorité des erreurs qui peuvent apparaître. Donc ça peut être ça. Mon robot TXT, est-ce qu'à un moment donné, il n'est pas bloqué? C'est le premier fichier interrogé par le robot. Le premier, quand il arrive. Voilà, donc évidemment, il y a des évolutions par rapport au comportement de Google sur ce robot, mais il y a une syntaxe qui n'est pas très compliquée, hein, qui peut être vite maîtrisée. L'idée, c'est les directives que je donne à Google. Est-ce que j'interdis ou pas une partie de mon site? Ça sert à ça. Et c'est ce que Google va voir en premier. Si, maladroitement, j'interdis des parties, voire tout le site, ça arrive encore. Hein. Oui. Heureusement, ça arrive quasiment plus, mais ça peut arriver. Souvent, ce fichier-là, en fait, on a une version de pré-prod, une version de test, Ouais. et donc la version de test, on l'interdit. Puis un jour, quand je migre, j'ai oublié de l'enlever le robotique. Ça, c'est arrivé à une boîte, une grosse boîte dans la santé, je ne dirais pas son nom, mais il y a eu des soucis, il y a eu des gens qui ont sauté à cause de ça. C'est qu'ils avaient laissé la balise dans le robot TXT qui disait aussi de ne pas l'indexer, et quand c'était mis en ligne, des référencements. Ouais. C'est dangereux. On a souvent aussi trouvé des sites de pré-production en ligne, et pas bloqués. Voilà. C'est-à-dire indexés par Google. Tu tapes soins capillaires, et tu tombes sur le client qui a ces 2 sites, version production et version de développement en ligne, avec contenu dupliqué, la tartine, tout propre. Quoi. Et là, en général, ça se passe mal aussi. Et quand il n'y a pas justement suffisamment de popularité sur le nom de domaine principal, Google, il ne sait pas laquelle il doit délivrer. Et parfois, il délivre la mauvaise. Ou alors, c'est complètement parasité.
Mais voilà, des maladresses, on peut en lister. Et puis voilà. Et puis il fait comme il veut Google. On l'a vu maintenant avec les balises follow, no index. Oui. Il dit qu'on ne les prend plus en compte et tout. Et il y a effectivement parfois, une fois que c'est fait, c'est fait. C'est fait. C'est difficile de revenir, même avec un robot TXT, de le recontrôler a posteriori, c'est dur. Bon, voilà, donc redirection, ça c'est un vrai sujet, il n'y en a qu'une qui doit nous intéresser, c'est la 301 SEO. Hein. Les autres peuvent être utilisés dans des cas ça n'a jamais servi particuliers. Les 302 ou... Oui, mais bon, après, ça peut se justifier. Mais ça, c'est, on va dire, question additionnelle. La 302, pourquoi une 302 dans certains cas? Pour un événement particulier. Voilà. Une page qui disparaît, mais qui va sans doute revenir. Oui, tout à fait. Là, il vaut mieux éviter la 301. Parce que du coup... Oui, c'est pas définitif, c'est temporaire. Définitivement, je dis... Il repassera plus rapidement, l'indexer, ok, ouais, c'est bien. Mmh. Erreur 400. Erreur 400, oui. Erreur 500 aussi, tant qu'à faire, ça c'est tout Erreur cassé. 400, il peut y avoir des choses à faire, effectivement, à corriger derrière. Mais ça, c'est les fameux crawls, Screaming Frog, que tu connais bien, moi j'adore. Ouais, j'adore Screaming Frog. OnCrawl, c'est un très bon outil, mais qui va au-delà aussi de l'analyse de crawl, de simulateur de robots, puisque Screaming Frog le fait bien, et eux, ils ajoutent la couche log. Voilà, c'est analyse de fichiers lourds, très puissant. Et lui aussi, que je ne connaissais pas. Et Elize, alors c'est plus... là, c'est gratuit, ouais. Petit outil très sympathique. Ça n'a pas la même puissance, mais ça analyse vraiment dans le détail une page, avec les éléments clés dans la page, notamment les liens, le doublon de liens. On voit lien doublon en triple, ça c'est une maladresse aussi, qu'il faut essayer de corriger quand c'est possible. Elize, il répond à ça. Densité des mots-clés pour les questions de contenu. On ne parle pas trop de contenu là, mais voilà, ça c'est des outils qui méritent vraiment d'être testés. Donc voilà, ça tu en as parlé. NoFollow, évidemment, dans les liens. Un NoFollow ne transmet rien. Voilà. Méga menu identique ou footer identique. Même problème que d'habitude. On dilue beaucoup, on casse l'effet silo. Donc très compliqué après de faire du page sculpting sur un site qui a déjà 200 liens en haut, en bas, quoi. Mauvais ancrage aussi, hein. L'encre du lien, c'est quelque chose qui va de pair avec le lien, ça donne de l'impact. Donc si on peut l'améliorer, sans évidemment abuser, sans suroptimiser, en restant tout à fait correct au niveau de l'utilisation, du clic, hein, c'est une très bonne pratique. On parle aussi des liens en double et des liens en triple. Oui, voilà. C'est important. Du coup, dans l'ancrage, c'était l'idée, voilà. Mais souvent, dans les sites e-commerce, on a ajouté à la wishlist. Alors, quand tu as 10 000 produits qui font 10 000 liens vers Add to Wishlist, la page. Ouais, mais même, tu vois, des fois, tu as une liste de produits où tu as un lien sur l'image, un lien sur l'intitulé, un lien sur le prix. Tu as 3 liens déjà. Vers la même fiche produit derrière. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Le link juice, il est divisé en 3, mais c'est la même quantité qui y va? Ou c'est mieux d'avoir un de qualité plus fort? Ah bah, si tu réduis à un lien pour l'ensemble des produits dans ta liste, évidemment, tu réduis fortement le nombre de liens dans ta page. D'accord. Mais si par exemple, la photo dans la vignette de la fiche produit, tu as la vignette, comme tu as dit, tu as le bouton du nom du produit et tu as voir le produit. Oui, tu es un peu obligé de donner un clic sur l'ensemble. Ouais. Tu peux faire une div. Une div. Alternative, c'est peut-être de faire une div. Moi, c'est ce que je ferais. Avec un title. Une div sur l'ensemble, tu vois, qui reprend en fait le lien sur l'ensemble du bloc. Souris, tu as le one mouse dessus, ok. Sinon, après, on rentre dans des considérations un peu plus tricky. Mais il faut se faire accompagner pour ce genre de choix. Parce qu'on ne fait pas n'importe quoi. Il ne faut pas le faire en pensant que ça a marché pour un tel. Et non, ça peut avoir des effets de bord qu'il faut mesurer. On a des clients, des fois, qui ont déplacé et supprimé des pages. On s'est servi du en cache Google pour récupérer leur contenu perdu. Il faut faire vite. Ouais, il faut faire vite. Web Archive. Web Archive. Il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout, mais ça peut sauver la vie. Web Archive. Voilà, lien JavaScript, haute techno, on en a parlé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pas suffisamment de recul, ou en tout cas, pas l'envie de prendre le risque de mettre un lien JavaScript, alors qu'on peut en mettre un en HTML. Oh, tu vois, on dit la même chose. Et les pages orphelines? Et pages orphelines, bah ça, on ne le sait pas. En utilisant un crawl, par définition, il va suivre les liens. Donc s'il y a des pages qui ne sont pas maillées, le crawl ne les suivra pas, donc il ne les découvrira pas. Donc là, il va falloir à nouveau, c'est plus l'analyse de log qui va permettre de faire ça, ou des outils tiers qui mesurent le profil de lien, qui identifient à un moment donné, tiens, il y a une page qui a de la popularité là, elle n'est plus dans le site. Elle n'a pas de lien. Si on compare avec mon crawl, elle n'a pas été identifiée. Donc là, il y a des choses à faire. Il ne faut pas laisser les choses comme ça. Donc l'effet passoire ou l'effet blocage, en gros, pour résumer, ça c'est la technique, mais il faut le maîtriser. Après, il y a le maillage externe, les liens, le netlinking, comment augmenter cette popularité une fois qu'on a tout fait sur le site, parce qu'il ne devrait pas y avoir de frein sur le site, on maîtrise, on a la main surtout, mais à un moment donné, c'est par manque de temps, de compétences, de choix, d'arbitrage, on ne peut pas aller plus loin. Donc il va falloir à un moment donné voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux sur la popularité. De mieux. Et on peut commencer par, à nouveau, je te paye une bière, tu me fais un lien. Voilà, ça marche.
Ouais. Mais ça, on ne peut pas le commercialiser. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui, alors on dira On le mettra en bas dans la vidéo. un sirop. Non, on s'en fout. Un sirop, un jus. Et donc évidemment, les amis, la famille, qui ont déjà un lien connu, s'ils peuvent faire un lien vers la pizzeria Mm. de beau papa, pourquoi pas. Hein. Même si elle est mauvaise, la pizza. Là, on fait du SEO. Ouais, ouais. Hein. Donc, L'expérience, c'est après. L'expérience, c'est après. Donc Les annuaires. les annuaires, ouais, ça peut être encore une bonne pratique, même si on en a abusé. À un moment donné, on faut créer des annuaires pour faire des liens, etc. Donc ça sera plus aucun intérêt. Les filtres pingouins, pandas sont passés par là depuis. Mais il peut y avoir des annuaires, à nouveau un peu institutionnels, qui permettent de créer une fiche et puis un lien. Tu en parlais tout à l'heure pour nous, la French Tech, tout ça. Ouais, ça peut être ça. Office du tourisme pour des voyages, ou plein de choses. Ça peut être ça. Ça peut être vraiment être identifié. Quand tu fais un partenariat sur un événement, il y a un site qui annonce l'événement et tu peux avoir ta fiche, il faut que tu aies ton lien. Même le site d'une mairie, tout simplement aussi. Super. Voilà. Là, c'est de l'autorité. Parce que l'annuaire, pour nous, c'est cataloguer l'annuaire, page blanche, page jaune, annuaire en ligne, et c'est 20 € pour 10 000 liens, Oui. les The Globe et tout. Tu vois, Voilà. Donc, à nouveau, des annuaires, j'ai dit, de la profession. Ouais, Donc, contribution forum, après, ça demande du temps, hein. Il faut s'investir, il faut s'engager, il faut le faire bien. Le recyclage, pourquoi recréer quelque chose qui existe déjà ou qu'il faut juste retransformer? À nouveau, la data va permettre de collecter des informations et identifier des sites qui ont fait un lien à un moment donné. Le lien a peut-être disparu, le lien pointe peut-être plus vers la bonne page, le lien est brisé, la page a été changée. Donc il y a des outils qui permettent d'identifier ça, et la plupart du temps, une démarche auprès de ces sites-là permet de corriger et de réactiver le lien, sans effort, sans forcément devoir négocier. Voilà, c'est juste remettre en place ce qui a disparu. Donc il faut surveiller, prendre des actions pour... Et là, on peut faire des grosses analyses à nouveau quand on débat, quand on débute, mais ensuite, effectivement, ça peut être intéressant dans certains cas de le faire régulièrement. Alors nous, on est plus majestique dans les outils qu'on utilise, je disais tout à l'heure. Ouais. Href aussi, qui m'intéresse de plus en plus, Ouais. qui réunit un peu le Majestic et le SEMrush pour moi aussi. Ouais. Voilà. Après, toi, SEMrush aussi, Ouais. SEO Observer qui permet d'avoir accès à une bonne partie des données Majestic et une bonne partie des données SEMrush pour moins cher. C'est un bon réflexe. On a vraiment un tableau de bord par défaut qui nous donne une cartographie du site en un écran. Donc ça, et puis après avec beaucoup de détails aussi derrière. On va venir SEMrush, hein, Nikonga cette année. C'est bon, c'est cool. SEO Observer, ouais, et SEMrush aussi, voilà. Ouais, SEMrush, va venir. Et Moz Moz, c'est l'outil américain, voilà. Après, en Europe, je pense que Majestic, il a une bonne presse. Href, à l'international, une très bonne presse. Moz, il avait très bonne presse à l'époque. Maintenant, apparemment, il manque beaucoup de choses dedans par rapport aux autres. Il est sur l'évolution. Alors, c'est vrai qu'on a moins de... C'est plus une maîtrise à l'international, c'est plutôt reconnu, le domaine authority, il a encore son poids. Donc voilà, on est limité, mais heureusement on a ces outils-là qui essaient de recouvrir un peu les résultats. Avec quoi tu vérifies les sites qui utilisent ton contenu? Nous, on a des outils de vérification de contenu dupliqué qu'on a développé nous en faisant des requêtes Google, hein, mais à l'éducation nationale, ils ont des outils pour vérifier que les gens et les élèves n'ont pas pompé les devoirs des autres. Il y a un outil parmi là qui... Oui, il y a un confrère qui a le même nom que toi d'ailleurs, Paul Sanchez. Et il a un outil qui s'appelle Kill Duplicate. Et il a fait ça justement pour vérifier si ton contenu il est pompé ailleurs. D'accord. Donc il y a Copyscape Copyscape. Et Kill Duplicate, local de l'étape. Mais c'est des outils dédiés à ça. Oui, dédiés à ça. Ouais. Là, on a des rédacteurs souvent qui travaillent et quand les nouveaux arrivent, on leur donne des objectifs. Parce qu'il faut leur donner des objectifs en disant voilà, 4 textes par jour, ou 8 textes, ou 10 textes, ou 2 textes en fonction de comment le texte va être fait. Mais au début, ils n'arrivent pas à atteindre l'objectif, ils vont un peu tenter la triche, c'est normal. Souvent, on a des rédacteurs à l'étranger aussi. Maintenant, il y a plein de boîtes qui utilisent des rédacteurs à l'étranger pour écrire des textes. Si demande d'écrire pour inciter un client en anglais, on n'a pas de rédacteur, nous ici, donc on prend que en Angleterre. Pareil en allemand, on prend des gens en Allemagne. Mais il faut arriver à communiquer parce que des fois, souvent, le problème qu'on a, c'est qu'on fixe des objectifs qui ne sont pas réalisables. Dans ces cas-là, la personne, elle a peur pour son emploi, elle peut tricher. J'ai connu des gens moi, qui ont fait appel à des boîtes de référencement naturel. Ok, ils ont eu des résultats moyens, ils ont arrêté la prestation, ils ont changé une deuxième fois. Résultats moyens, ils ont pris une entreprise jeune, un peu motivée, ils ont boosté les résultats, pénalité Google, parce qu'ils ont fait trop de choses. À vouloir trop de résultats, parce qu'on veut des résultats, tu sais, on veut du retour sur investissement. J'investis, je veux du ROI. Mais il faut accepter que le ROI en SEO, il faut laisser le temps arriver. Le rédacteur, quand il va arriver au début, il doit se faire une vision déjà de l'éditorial, comment on écrit, l'entreprise. Donc il faut accepter tout ça. Il ne faut pas vous demander trop. Il faut respecter.
Oui, et puis, non, mais c'est vrai qu'après, il y a aussi l'enjeu de l'unicité des contenus. Eh oui, Donc, on est mais c'est d'accord. l'enfer l'unicité des contenus. Quand il y a 300 magasins en France, tu fais comment? Bah, à nouveau, c'est à géométrie variable, hein. Oui, Sur oui, une fiche produit, c'est pas les mêmes enjeux que c'est sûr, sur un article. tout à fait. Mais là, il y a des histoires aussi, on pourrait en trouver. Il y a eu des cas par le passé qui ont été assez terribles, mais sur le fait de pouvoir, entre guillemets, cyber-squatter un résultat, parce que tu le pompes Mhm. sur une page qui a une plus forte autorité, un site plus forte autorité, et du coup, tu t'accapares la position. Eh ben, on a des problèmes avec les marketplaces. Je fais une fiche produit de ma chemise bleue qui est jolie, fiche produit de la chemise bleue, je mets le contenu sur mon site, j'envoie sur la marketplace Amazon, Cdiscount et compagnie. Google, il voit que mon contenu il est là, il le prend. Il le prend en premier, il considère qu'avec mon texte, il va positionner la page de Amazon. Donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on crée un contenu pour la marketplace. Et du coup, ça va même plus loin parce que, et là on peut faire des choses bien, c'est qu'on peut regarder le positionnement de la marketplace sur le mot-clé qui m'intéresse et écrire du contenu pour la marketplace pour augmenter sa notoriété à elle, pour qu'elle soit mieux positionnée par rapport à mes concurrents, à condition que je sois unique sur le produit. Voilà. Donc il y a des stratégies Il y a une inverses aussi. stratégie il y a même des spécialités de référencement sur les marketplaces. Marketplace, c'est ça. Ça se prend Mais comme. en effet, c'est vrai que là, moi, ça sort un peu de Ouais. ma spécialité d'aujourd'hui, mais à nouveau, une bonne pratique, ce serait d'éviter d'envoyer le même contenu aux deux. Ben oui. Mais Mais il faut souvent, l'écrire ce contenu. souvent c'est un flux qui Mm. part, hein, donc tu peux le saucissonner. Tu peux créer une version courte, une version longue, D'accord. déjà. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, la version courte pour la marketplace, version longue pour toi. Eh oui. Déjà, il y a un peu de différence entre Mm. les deux. Le saucissonnage. Tu viens Saucissonnage, donc d'inventer tu le fais, SEO voilà, saucissonnage. exactement. On Tu, va l'acheter le domaine. SEO-saucissonnage.com. voilà, By Marc. premier descriptif, deuxième descriptif, descriptif long, c'est la même. Enfin, après, au travail éditorial de départ, ça peut être quasiment $1 si tu veux, c'est la même chose. Mais tu structures dans ton flux, comme ça, tu n'envoies pas la même chose aux deux. Et les sites qui vous mentionnent sans lien aussi. Oui, bah ça c'est exemple fréquent, la presse, Ouais. hein, un communiqué de presse. Si on ne négocie pas le lien dès le départ, hein, dès l'interview ou dès la prise de contact, bah, c'est pas sûr qu'il soit mis. C'est sûr. Voilà, et pour les top positions, donc je reviens un peu à mon podium, mais parce que c'est ce que je vis, hein, et c'est mes clients aussi Eh oui. qui me font confiance pour ça. Et Mais qui tu as des retours grâce à ton métier. Hein. Exactement, moi j'ai l'avantage d'accéder à beaucoup de campagnes en fait. Mm. Je fais peu sur la campagne, mais j'en ai beaucoup. Et du coup, de plus en plus de gros annonceurs. Donc du coup, ils me partagent hein, leur façon leur sensibilité, leur façon d'aborder la stratégie. Ils ont voilà, leur façon de voir un peu les actions qui sont payantes et pas. Ils ont tous leur propre façon d'aborder le critère netlinking. Voilà, des cahiers des charges un peu, des briefs un peu spécifiques. Mais on voit bien qu'il y a vraiment une recherche au bon lien. Il y a eu une étude de SEO Observer qui a circulé pendant plus d'1 an. Ils ont fait un gros travail d'analyse sur vraiment un gros échantillon, en essayant de voir quels sont les critères qui sont vraiment impactants ou pas. Et à la fin, ça converge sur l'autorité des sites. Inévitablement, sur 20 critères, il y en a 15 qui sont liés à la popularité. Quoi. Donc le guest blogging, on en parlait tout à l'heure quand on disait finalement il faut faire du content marketing. Ce contenu, si je dois le produire à 100%, c'est toujours pareil, c'est une question de moyens, de choses à dire, etc. Pourquoi pas héberger un article qui vient d'un autre, quelqu'un qui a des choses intéressantes à dire, mais ça peut contribuer à alimenter aussi le content marketing. Et on peut le valoriser. Hein. Lui, il voudra un lien sur ce contenu. Nous, on peut négocier une contrepartie, peut-être faire un échange, mais voilà, il y a cette notion de contenu qui rentre vraiment dans le critère du netlinking. Après, on peut acheter des liens. Voilà. Aujourd'hui, il y a des marketplaces pour ça. Il y a des plateformes. Il y en a même qui sont sur le modèle de la location. Ah ouais. Voilà. Donc, c'est renouvelable. Tu as un bail. Hein. Parfois même, c'est au mois. Ça marche bien il faut avoir à nouveau les moyens de tester. Oui. Hein. Combien ça coûte un lien? Mais quand tu sais que ça marche. Il n'y a pas de prix. Non, il n'y a pas véritablement de prix. Il y a un marché. 10 € ou 10 000 €? Oui, il peut y avoir des liens qui amènent, au-delà de la popularité, qui vont amener aussi du trafic. Eh oui, tout à fait. Parfois, c'est des liens qui sont dans la navigation. Hein. Ah ouais. Donc, ça peut être 1 000 € par mois, plus une part variable peut-être sur les ventes. D'accord. Tu vois, ça peut être, y a chacun peut aménager modèles. son propre, son propre modèle. Et puis, des fois, tu loues pendant 6 mois, 1 an, et puis si tu ne le renouvelles pas, ça disparaît, et puis peut-être il va louer à quelqu'un d'autre. Relation presse, on l'a vu, c'est une stratégie. C'est dommage de ne pas le demander, franchement, dès le début. Oui. Faut-il encore qu'il sache? C'est toujours une question. Il faut le demander. Voilà, c'est toujours une question d'organisation dans l'entreprise. Qui est chargé du SEO? Est-ce que c'est la technique, le marketing, la communication? Si c'est la communication, ils font aussi la relation presse. Bah oui. Donc c'est plus facile. Tout à fait. Si c'est la technique, déjà ça communique moins. Ouais. Donc il y a des loupés. Et puis ça, c'est ce qu'on appelle le link baiting. Je crée un contenu génial, il va se partager super facilement. Et il y a même des liens qui vont retomber après. Donc ça, c'est ce que tu as vécu. Avec la vidéo, spontanément.
sans viser ça, mais ça c'est arrivé. Mm. Moi, je ne sais pas le provoquer. Je sais que c'est la clé pour aller chercher des liens, mais derrière, il faut quand même l'amorcer un peu artificiellement. Bon, pour résumer, hein, on a testé beaucoup. Oui, toujours. Des fois, ça marche pas. Ça marche pas, on va prendre. Ce qui a marché marche plus. Et quand ça marche, eh ben on va plus loin. Hein. On teste, on mesure. Et quand on voit que ça fonctionne, là, il faut déployer. Il faut optimiser. Il faut vraiment aller au bout de la recette. Alors, on a une première question de Camille. Camille qui nous demande, qui avait un site internet qui a changé de nom de domaine, et elle a des redirections à faire. Et est-ce qu'elle fait une redirection 301 directement vers la page d'accueil du site, pour la page produit qu'elle avait avant, ou est-ce qu'elle redirige cette page vers la fiche produit, ou est-ce qu'elle crée une nouvelle fiche produit qui n'existe plus? Voilà. Bonne question. La bonne pratique, ce serait de rediriger vers une page, soit la même page, le même contenu, sur le nouveau site, soit une page vraiment similaire. C'est intéressant parce que il y a des questions assez d'actualité par rapport à l'impact de la redirection. Et justement, si on redirige sur une page complètement différente, on peut considérer qu'il y a beaucoup moins d'impact de redirection, alors que si on redirige sur une page qui est quasiment la même, là, il n'y a quasiment aucune altération entre les deux. C'est-à-dire qu'on peut très rapidement réindexer cette nouvelle page, même quasiment en temps réel hein, sur un gros site. Donc c'est le même contenu à l'intérieur, ça fonctionne très bien. Maintenant, je sais pas, j'ai peut-être même pas la notion du nombre de pages qu'il y a sur mon site, Oui, tout à fait. parce que tout le monde n'a pas cette notion-là. On n'a pas les URL en tête tout le temps. Donc quand je fais une migration, c'est important d'avoir ce plan du site et de comprendre les performances du site, de l'ensemble des pages du site. Et après de faire des redirections, si possible, page à page. Quand c'est pas possible, parce qu'à un moment donné, il y en a trop, est-ce que je fais pas de redirection, du coup j'accepte de faire une 404, ou est-ce que je redirige vers une page qui pourrait correspondre? Une catégorie, ou à réfléchir. Voilà. Et là, au cas par cas, moi je recommanderais de faire une redirection soit vers la catégorie parente, soit à la fin, peut-être, s'il n'y a pas trop de pages, aller une redirection vers la page d'accueil. Et encore une alternative, c'est de personnaliser la 404, parce que des erreurs, il peut y en avoir, et toujours éviter d'avoir une page, vraiment une 404 avec l'erreur par défaut et rien dans la page, mais donner un peu d'expérience, personnaliser cette page, renvoyer vers un moteur de recherche, les catégories principales, les dernières offres, de manière à ce que si jamais un utilisateur tombe dessus, au moins, il peut continuer sa navigation. Alors j'ai une autre question de Amaury, qui pose une bonne question. Il dit qu'il a déjà fait du netlinking et qu'il n'a jamais trouvé le bon prestataire. Est-ce qu'il y a des choses à savoir, des techniques, des idées Ouais, c'est une très bonne question. Moi, j'avoue que je travaille très bien avec des gens qui ont fait du netlinking depuis quelques années, Oui. parce qu'ils ont une idée très précise de ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Et du coup, j'arrive à voir si je peux proposer les sites dans les critères qu'ils ont définis. D'accord. Et donc, on arrive à avancer en confiance à partir du moment où on est au courant des sites qu'on va solliciter. Hein, on ne sait pas, je paye pour voir, et à la fin, je dis, ben voilà, j'ai réalisé tel lien et tu me dois tant. Il y a aussi un conseil qui marche bien, c'est de demander au client du prestataire. Parce que souvent, on ne le fait pas. Par exemple, moi, j'ai fait des travaux chez moi et j'ai pris un maçon. Ben, ce maçon, il m'a parlé de trois chantiers qu'il a fait. Eh ben, je l'ai fait, je ne l'avais jamais fait avant. Je suis allé voir les personnes chez qui il a fait les chantiers pour demander qu'est-ce qu'ils en pensaient. Voilà, ça c'est vraiment l'exemple. Ouais. L'exemple, ça marche dans tous les cas. Tu veux une recommandation, montrez-moi la maison que vous avez fait, la cuisine que vous avez fait. Tout à fait. Et ça, souvent, on oublie. Voilà, je vois un éditeur, moi aussi je suspecte chaque éditeur à un moment donné, tant que je n'ai pas travaillé avec eux, je ne sais pas ce qu'ils vont me délivrer. Donc je leur demande, ben, si vous en faites déjà, montrez-moi ce que vous avez déjà fait. Tout à fait. Un exemple. Et sur un exemple, tu vois tout. Tu vois comment c'est intégré, tu vois le contenu, tu vois le lien, tu vois si c'est, enfin voilà, quel ton c'est employé, comment c'est intégré, comment c'est maillé, tout ça. Donc l'exemple. Donc l'idéal, c'est, moi j'ai envie de dire, c'est si tu as les moyens d'aller vers un spécialiste, c'est de lui demander, enfin de valider le plan avec lui ou avec ton SEO, mais qu'il y ait vraiment un contrôle de ce qui va être fait avant de le faire. Et dans le temps aussi, parce que du coup, on va demander des résultats, mais on peut s'attendre à quoi? Il faut partir sur une prestation d'1 an, de 2 ans, de 5 ans, ou un one-shot. Est-ce qu'on peut faire un one-shot une fois, mettre en place une action ponctuelle de lien? C'est quoi les bonnes pratiques finalement? Oui, alors ça c'est... Alors je complète la question à un moment Ouais, désolé, mais tu as une très bonne question. Merci. Dans l'absolu, il n'y a pas d'obligation d'entretenir des liens en permanence. Hein, c'est une question d'objectif. C'est une question de concurrence. C'est une question de délai que tu te donnes pour atteindre les résultats. Parce que parfois, si c'est très concurrentiel, ça va te prendre beaucoup plus de temps. Il va falloir y aller plus en douceur. Et donc, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an.
pour atteindre vraiment des positions stratégiques. Mais en attendant, des mots-clés, il y en a plein. Bah oui. Hein. Une page, elle peut être portée par plein de mots-clés. Donc tu peux déjà mesurer l'efficacité des premières actions au bout de quelques semaines sur des requêtes plus spécifiques, plus de middle ou long train. Donc tu dois vite être en confiance sur l'impact Tout à fait. que génèrent les actions. Voilà, moi c'est ce que je recommanderais. Maintenant, si on n'a pas besoin de prouver de l'efficacité du netlinking, il faut tout travailler en même temps. C'est-à-dire que il y a une inertie, ça prend du temps. Il y a une inertie. Et donc faire des liens, c'est jamais perdu. Parce que tu peux toujours... Comme faire du contenu, c'est jamais perdu, faire la vidéo, c'est jamais perdu. Non, c'est jamais... Voilà, tu peux toujours capitaliser sur un certain temps sur ces liens. Et donc tu peux après améliorer ta page. Si tu n'as pas encore eu le temps d'améliorer ta page ou aller au bout de ce que tu voulais faire, tu peux quand même commencer à faire des liens. Donc t'es pas... Dans l'absolu, je dirais, commencez par la technique, faites du contenu, mesurez, ça se trouve, ça suffit. Alors merci Marc pour tes précieux conseils. Tu vas maintenant nous parler un petit peu de toi, parce que quand même tu as un métier dans ta vie et ton métier c'est le netlinking, il faut quand même le dire. Et c'est grâce à ce métier que tu as pu nous délivrer ce contenu de qualité. Alors, qu'est-ce que tu proposes finalement? C'est quoi Devlink, ta société? Alors Devlink, c'est une place de marché. Ouais. L'idée, c'était de faciliter cette activité du netlinking, faciliter la relation entre les annonceurs d'un côté qui cherchent à se faire connaître, à référencer mieux leur page, les éditeurs qui ont un contenu de qualité, qui ont une audience et qui veulent bien partager des contenus et monétiser en fait des articles sous forme guest blogging, articles sponsorisés. D'accord. On peut les qualifier de différentes manières. Donc là, la place de marché, c'était ça. C'est cette ambition, c'est de dire, mince, on passe trop de temps à faire ça. Parfois, on s'épuise, parfois même, on finit par déprimer. Enfin, je l'ai vécu pendant des années avec mes équipes, donc je voulais essayer de trouver un moyen de faciliter ça. Alors évidemment, on continue de faire évoluer le produit, le catalogue grandit. C'est un produit et du conseil alors? Alors, ça, c'est pour la place de marché. D'accord. Et puis, c'était ma première ambition. Et au bout de quelques mois, en fait, mes clients me disaient, mais Marc, il faut que tu me donnes du conseil, il faut que tu m'accompagnes. Moi, je n'ai pas de temps à passer, je veux vraiment que tu me fasses gagner du temps. Donc, on a développé une équipe support. Et donc, on est aussi une agence de netlinking. Ok. Et on est assez débridé par rapport au SEO. Nos clients, c'est des SEO. Nos partenaires, c'est des SEO, les éditeurs, les annonceurs. Enfin, voilà, on est dans cet univers-là, on est assez débridé. Moi, j'aime bien, effectivement, me concentrer toujours sur la valeur ajoutée. Parfois, je refuse des prestations parce que je me dis, mais là, vous avez mieux à faire. Faites-vous accompagner par un SEO. Ça vaut la peine peut-être de consulter un tel ou un tel. Trouvez la personne qui est bien dimensionnée pour le projet. Et après, d'essayer de voir, effectivement, s'il y a une vraie valeur ajoutée à faire du netlinking. À ce moment-là, on dimensionne une campagne, on se donne des objectifs. Donc il y a une équipe support pour faciliter l'activité du netlinking, mais pas pour se substituer à l'ensemble des enjeux SEO. D'accord. Un budget netlinking raisonnable en France, une fourchette, c'est quoi aujourd'hui? C'est une prestation qui coûte beaucoup d'argent, pas beaucoup d'argent, c'est en fonction de la taille du site, voilà, ou pas forcément. En termes de prix, un lien, ça peut coûter 20 €, comme ça peut coûter 5 000 €. Ok. D'accord? Donc là-dessus, Il y a du choix. moi, on va dire qu'on a des campagnes des campagnes où on va faire les choses régulièrement, où on a déjà atteint un premier niveau d'objectif, où on va mettre entre 1 000 et 2 000 € par site par mois. Voilà. Ça, c'est une moyenne. Au-delà, c'est assez rare parce qu'il y a d'autres moyens à déployer à côté. Et je pense que c'est assez raisonnable. Et ce budget-là, il permet d'aller toucher déjà des très bons éditeurs avec un bon mix. Essayer d'aller chercher toujours un bon gros tous les mois ou tous les 2 mois. Et puis après, au cas par cas, quand on voit que c'est pertinent, on y va. Ok, donc il faut prévoir du temps d'accompagnement, prestation, plus de l'achat de liens. Finalement, c'est un mix, le budget, c'est un mix des deux. Oui, c'est ça. En fait, il y a l'achat, il y a la rémunération de l'éditeur, c'est ce qui coûte. C'est le gros du budget. C'est qu'on rémunère comme il faut les éditeurs. Il y a la production du contenu. Donc ça peut être géré par nos équipes, par l'éditeur, voire par le client. Tout à fait, ouais. Tout le monde est organisé pour faire du contenu. Et puis après, il y a le temps effectivement de projet, la gestion de projet. Donc nous, on essaie de fonctionner avec des commissions sur les transactions. C'est une offre à la carte avec un prix d'achat, tout compris, et sans coût additionnel. Et on active le support à partir du moment où il y a un certain engagement de budget. C'est normal. Voilà. Ok. Merci Marc d'être venu. Merci d'avoir partagé. Merci de m'avoir laissé la parole. Avec plaisir. On vous donne rendez-vous très bientôt pour le deuxième épisode de cette saison 2
dit comme guest. Cette année, on va avoir plein de gens très sympathiques qui vont venir, encore une fois, comme l'année dernière. L'année dernière, on a reçu PrestaShop, WizaPlay, Shippingbo, Mailjet, Avis Vérifié, donc plein d'acteurs également locaux ici. On va essayer de se concentrer un petit peu sur nos acteurs régionaux aujourd'hui, qui sont à la French Tech, et d'autres sociétés. On a également SEMrush qui va venir, d'autres boîtes comme ça qui vont venir, Amazon nous voir aussi pour présenter différents produits, outils, services et façons de faire. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Merci de poser un petit pouce sur la chaîne. N'hésitez pas à poser vos questions. On mettra le lien, Marc, de ton site directement dans la description. Et on vous dit à bientôt pour un prochain épisode. Merci à tous. Au revoir.